Salut les auditrices et les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série des coulisses de Nakan.ch. On a parlé dans l'épisode précédent du déroulement d'un test de fond en comble et dans ce test, il y a toujours une partie qui est inévitable, c'est la comparaison des données et la mesure de précision des différents appareils. Alors ça peut être une montre, ça peut être un compteur cycliste, ça peut être une ceinture cardio, ça peut être beaucoup d'équipements différents, mais à la fin, un des paramètres essentiels pour un test, c'est de savoir est-ce que l'appareil en question est précis dans les différents domaines qui permettent de mesurer pendant une activité sportive. Donc du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment je procède au niveau de l'analyse des données et puis comment j'essaye d'avoir des comparatifs de données qui sont les plus précis possibles et puis un petit peu les outils que j'utilise et quelle rigueur j'essaye de mettre dans ces comparatifs de données pour pas exposer n'importe quoi quand je fais des comparatifs de données. Évidemment, quand on parle de comparatif de données, la première chose à laquelle on pense, c'est la précision de la mesure GNSS ou GPS. Donc en gros, la trace que la montre ou le compteur vont enregistrer et qu'on va analyser, parce que non seulement, il y a évidemment le fait que quand on consulte son activité, on aime bien voir exactement où on est passé, mais que cette trace, elle va également être utilisée par d'autres algorithmes qui vont également l'exploiter pour dériver d'autres données d'entraînement. Donc il n'y a pas vraiment que la trace elle-même, il y a la distance qu'on a parcourue qui est directement dépendante de la mesure GNSS, il y a évidemment l'allure ou la vitesse. Si la trace est complètement à côté, eh bien on aura des vitesses et des allures qui sont différentes. Et puis d'autres outils, comme par exemple Strava, se basent sur la trace GPS ou GNSS pour calculer des ratios de dénivelé ou ce genre de choses, ou pour calculer des temps sur des segments. Et donc du coup, c'est une donnée qui est importante non seulement pour la distance, l'allure instantanée et puis l'allure moyenne de son activité, mais aussi pour tous ces autres algorithmes. Et c'est pour ça que comparer la précision GNSS et GPS, c'est assez important. Et on va voir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément si facile à analyser, à comparer, tout simplement parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte dans la précision de la mesure GNSS d'une montre ou d'un compteur cycliste. La première, évidemment, c'est qu'on dépend d'un système satellite qui est situé à 20 000 km au-dessus de nos têtes et on n'a jamais une configuration identique pour faire deux comparaisons similaires sur 2 jours différents, par exemple. Je ne peux pas sortir un mardi à midi et puis faire un comparatif de cette trace avec un enregistrement du vendredi en fin d'après-midi parce que j'aurai pas le même nombre de satellites dans le ciel, ils seront pas en même position et donc du coup j'aurai pas la même précision ou le même positionnement entre les 2 jours. Donc, ça oblige à emmener plusieurs appareils qui vont faire la mesure en même temps, mais encore une fois, il y a d'autres biais qui viennent s'ajouter à ça. Le premier, c'est dans quel mode est-ce que je vais comparer les montres et comparer cette trace GNSS. Le deuxième, c'est que je peux pas porter une montre à un poignet droite et une montre à un poignet gauche pour faire une mesure GNSS parce que si je longe un mur par exemple ou que je longe une lisière de forêt, eh bien les mesures de la montre qui est côté obstacle seront forcément moins bonnes que la montre qui est côté ciel grand dégagé. Donc, je dois porter les 2 montres au même poignet pour faire une analyse de GPS correcte. Et ça m'oblige donc à avoir une montre normalement portée au poignet et l'autre en général dans la paume de la main avec la montre qui est sur la partie extérieure de la main pour que les 2 montres, quel que soit le mouvement que je fais, aient une orientation quasiment identique vers le ciel et donc vers les satellites GPS. Et ça, eh bien, ça pose problème si je veux faire un comparatif de mesure de fréquence cardiaque et de GPS, parce que la mesure de fréquence cardiaque au poignet, je peux pas la réaliser sur 2 montres que je porte sur la même main. Vous voyez le problème. Et ça m'oblige à multiplier le nombre de tests pour faire la comparaison. Et puis évidemment, il y a la configuration GPS de la montre que je vais tester. Alors au début, évidemment, c'était facile, c'était GPS seul, parce que toutes les montres avaient uniquement ce mode-là. Et puis sont arrivés les modes avec GLONASS, puis avec Galileo, et puis maintenant on a les systèmes qu'on appelle multi-GNSS, qui sont devenus la norme sur nos montres de sport,
qui utilise un mélange de tous ces systèmes pour essayer d'améliorer la trace. Il faut savoir que même dans les systèmes multi-GNSS, le GPS, donc le système de géolocalisation américain, a encore une place prépondérante au niveau du poids par rapport aux autres systèmes dans ces mesures. Mais voilà, le GPS lui-même s'est amélioré, il corrige un certain nombre d'erreurs et améliore la trace avec les autres systèmes que sont Beidou pour le système chinois, Galileo pour l'Europe et GLONASS pour la Russie. Et donc ces systèmes-là différents sont ajoutés au système GPS pour améliorer la trace. Et puis plus récemment, on a eu l'arrivée des 2 fréquences GPS, une qui était jusque-là réservée aux militaires pour améliorer la précision de la mesure, qui s'est ouverte au signal civil. Et maintenant, il y a de plus en plus de satellites qui sont déployés avec ces 2 fréquences et qui permettent largement d'améliorer la précision, surtout quand on a des signaux GPS qui sont réflectés contre des parois, contre des baies vitrées, contre des immeubles, etc. Eh bien, ça permet d'éviter les erreurs de mesure à ce niveau-là. Donc je le disais, au début je faisais mes comparatifs en mode GPS, ensuite je suis passé en mode multi-GNSS en fonction des capacités des appareils, puis en mode GPS double fréquence, mais maintenant il y a un autre mode encore qui est arrivé, c'est principalement chez Garmin, un mode qui s'appelle SatIQ, et qui permet d'utiliser le mode automatique, c'est-à-dire qu'il est capable de choisir quel mode GPS il utilise en fonction des signaux qu'il reçoit pour économiser de la batterie, parce que plus on utilise des systèmes avancés et le GPS double fréquence, plus on a un impact sur l'autonomie de la montre. Et maintenant, on a ce système SatIQ qui n'active le GPS double fréquence que quand c'est nécessaire et donc qui permet un bon ratio entre précision et puis autonomie de la montre. Et c'est dans ce mode-là, maintenant, à partir du début 2025, jusqu'à fin 2024, je testais les montres dans le mode le plus précis qui était disponible sur les montres, c'est-à-dire avec le GPS double fréquence pour les dernières générations, le multi-GNSS pour les montres qui n'avaient pas de mode plusieurs fréquences. Et puis maintenant, je suis passé au mode SatIQ, en tout cas pour les montres Garmin, parce que c'est la configuration par défaut et je pense qu'une grande partie des utilisateurs de ces montres ne vont pas changer les paramètres d'enregistrement de données GPS au niveau du système satellite. Et donc pour moi, ça fait sens de tester la montre dans le mode dans lequel elle est fournie par défaut. Donc c'est le nouveau standard sur lequel je compare les données GPS depuis le début de cette année pour mes tests de fond en comble. Et maintenant, une fois que le test est enregistré, donc la trace GPS c'est assez simple à comparer. On prend une carte, on affiche les traces GPS des différents appareils qu'on a mesurés pendant la sortie, et puis on regarde par rapport à la carte, au chemin où passe réellement le chemin et où j'ai couru ou roulé ou fait d'autres activités. Eh bien, ce que donne la trace, c'est des fois un petit peu plus compliqué de savoir exactement où je suis passé quand je mesure en natation, en eau libre par exemple, mais on arrive assez vite à avoir une trace qui est assez précise d'une trace qui est un peu plus aléatoire, surtout qu'il y a certains parcours de natation en eau libre où je passe à travers des bouées qui sont visibles sur les images satellites par exemple, et donc qui permettent à peu près de situer l'endroit où j'ai nagé. Et afficher ça sur la carte, eh bien, ça permet d'afficher la précision de chaque point GPS pour la mesure. Alors ça permet pas forcément d'avoir une bonne idée de quelle montre est capable d'avoir une mesure précise tout le temps. C'est pour ça que depuis quelques temps j'ai rajouté un autre type de comparatif. C'est une petite boucle qui fait à peu près 400 mètres dans la forêt, pas très loin de chez moi, et je la parcours 5 fois avec la montre, et 5 tours donc, et je compare où sont les 5 traits. Est-ce qu'ils sont tous assez regroupés les uns par rapport aux autres, ou est-ce qu'il y a des gros écarts entre les différents passages de chaque tour. Ça permet aussi d'avoir une vision de la précision et de la répétabilité de la précision de la montre en question. Donc ça permet de voir la qualité de la trace en général. On constate des choses qui reviennent très souvent sur les traces GPS. C'est des virages qui sont un peu coupés, c'est des petites formes carrées lorsqu'on fait des virages assez serrés. Et tout ça a un impact sur la mesure de distance, puisqu'une montre, elle enregistre des données chaque seconde aujourd'hui. Et puis, sur une seconde, on peut faire un certain virage qui sera coupé sur la trace GPS.
GPS. Et pour voir si ça a un impact global sur la distance mesurée par la montre, j'essaie aussi, lorsque la montre enregistre toutes les données d'accumulation de distance dans le fichier FIT, eh bien, d'afficher le graphique d'accumulation de distance, où on voit tout simplement une courbe qui progresse avec le temps, avec la distance que je parcours au fur et à mesure du temps. Et puis, si entre la montre que j'utilise comme référence et la montre que je teste, s'il y a un écart qui se crée entre les deux courbes, la montre que j'utilise comme référence, j'utilise très souvent le capteur Stryd comme source de données de distance, parce que lui, il n'est pas sujet au problème de GPS, à savoir tout d'un coup une perte de précision, ou alors un virage qui est coupé. Et puis, l'autre avantage du Stryd, c'est que si je cours en montée, sur des longues montées, eh bien, le GPS, lui, va faire une mesure par défaut en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre le facteur gain d'altitude dans la distance mesurée. Et donc, il peut y avoir des petits écarts qui se créent au niveau de la distance mesurée à ce niveau-là, et ça permet, avec une mesure basée sur le Stryd, d'identifier ce genre de petits problèmes. Donc voilà pour la mesure GNSS GPS. Vous les trouvez évidemment dans tous les tests de fond en comble d'appareils qui ont un capteur GPS, et j'essaie d'afficher les endroits qui sont un peu parlants de la carte sur laquelle j'ai mesuré le tracé. Au début, je publiais la carte complète où on pouvait naviguer sur la carte et puis afficher la trace partout où je passais. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un consulte cette carte et déplace les traces dessus, eh bien ça charge en fait des données de cartographie, et ces données-là, et au bout d'un moment, il faut les payer. Et il y a eu de plus en plus d'intérêt pour les tests de nakan.ch, et maintenant on arrive à un nombre de consultations où en fait le coût d'affichage des cartes dynamiques avec les traces GPS serait un petit peu élevé par rapport au nombre de visites qu'il y a sur certains tests. Et donc, je publie plutôt des captures d'écran de ces différents passages et de ces différentes traces pour mettre en évidence les passages assez importants. Lorsque je publie dans un test environ 3 comparatifs différents dans différentes activités de GPS, il faut savoir que j'ai effectué en fait entre 5 et 10 mesures. 5, c'est vraiment le strict minimum. Et puis, je prends les plus pertinentes ou celles que je pense les plus intéressantes à partager. Après les données de GPS, il y a une autre donnée qui est très importante aujourd'hui. Eh bien, c'est la mesure de la fréquence cardiaque. Surtout avec les montres qui mesurent la fréquence cardiaque au poignet. Ça fait déjà maintenant une dizaine d'années qu'on a des capteurs qui se sont généralisés sous les montres pour mesurer la fréquence cardiaque, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 10 ans, on n'a toujours pas atteint un niveau de précision acceptable, et puis surtout un niveau de fiabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur 5 ou 6 sorties, une sortie où la mesure est franchement bonne, mais le problème c'est que la sortie d'après, on aura des gros écarts par rapport à la mesure réelle. Alors là, évidemment que le but, c'est de comparer la mesure de la fréquence cardiaque optique de la montre au poignet avec une mesure qui est quasiment irréprochable. Et c'est pour ça que je le compare systématiquement avec des mesures de ceinture cardiaque. Et dans la plupart des cas, je compare les données avec la mesure de la Polar H10, qui reste, à mon avis, très loin devant les autres ceintures du marché pour la précision et la répétabilité de la précision de la mesure de fréquence cardiaque, mais aussi de variabilité de fréquence cardiaque. On en parlera un tout petit peu plus tard lorsque je compare les mesures de ceinture, parce qu'il y en aura plusieurs cette année sur le site. Mais du coup, ça me donne un référentiel qui est bon. Alors là aussi, il y a plusieurs choses qu'il faut respecter au niveau de la mesure. Et ce que j'essaye de faire, c'est de porter la Polar H10 de manière optimale, de bien l'humidifier les capteurs pour que la mesure soit absolument irréprochable depuis la première seconde de l'enregistrement de l'activité sportive jusqu'à la fin. Et si je vois qu'il y a eu un problème sur l'enregistrement de la ceinture, ça peut arriver quand il fait froid, l'hiver. Les premières minutes avant que je commence à transpirer dans mon activité, il y a quelques mesures qui tout d'un coup font un pic ou un creux, et on reconnaît assez facilement ces formes qui sont pas vraiment des variations de fréquence cardiaque, mais vraiment des variations de mesure ou de captage de signal par la ceinture. Dans ce cas, j'élimine le comparatif et je passe au suivant. Je vais pas comparer des données avec une ceinture qui a hésité sur les 15 premières minutes de l'activité. Et puis l'autre, c'est de porter la montre correctement pour que le capteur cardio puisse faire la meilleure mesure qu'il est capable de réaliser. Alors moi, j'ai ceci d'intéressant, c'est que sur moi, les capteurs cardio sont quand même
assez peu efficace, donc ça me permet de mettre en lumière assez facilement les erreurs de mesure qu'ils peuvent effectuer. J'ignore pourquoi, est-ce que c'est une configuration de vaisseau sanguin, est-ce que c'est la peau, est-ce qu'il y a d'autres choses? En tout cas, la mesure optique chez moi donne souvent des résultats assez médiocres ou moyens. C'est pas forcément 100% représentatif, mais ça montre bien les limites de ce type de capteur. Et par rapport à une ceinture, je le vois systématiquement, quasiment systématiquement. Il y a assez peu de capteurs qui sont très précis et qui me donnent sur l'entier des comparatifs que je réalise des mesures qui sont acceptables, surtout lorsqu'il y a des grandes variations de fréquence cardiaque, par exemple des 400 mètres sur piste ou des fréquences cardiaques qui montent très vite. Et là, les capteurs ont en général de la peine. Et puis, l'autre question quand on compare ces données-là, c'est évidemment le logiciel qu'on utilise pour comparer les données. Et à force de chercher des outils qui permettent de comparer ces données, j'ai finalement fini par créer le mien. J'en ai créé 2 en fait, et maintenant je suis passé au deuxième. Le premier a été mis hors ligne parce qu'il utilisait trop de ressources sur le site web. Le nouveau, c'est une application que je fais tout simplement tourner sur mon ordinateur, qui prend 2 fichiers FIT. Et puis la chose qui est très importante quand on compare des données de fréquence cardiaque, c'est comparer des données qui ont été enregistrées au même moment. Je ne vais pas comparer une donnée X à une donnée Y qui a été enregistrée il y a 2 secondes. Parce que la valeur, elle n'est pas pertinente, et c'est le premier objectif de l'outil que j'ai développé, c'est d'aligner parfaitement les données. Alors quand on enregistre une activité en extérieur, c'est assez facile, parce que le GPS lui-même va se synchroniser avec l'heure du système GPS, et donc les 2 montres vont enregistrer exactement à la même seconde les mêmes données. Donc là, il n'y a pas tellement de problème pour ensuite aligner les données, mais le logiciel, il permet aussi d'ajuster manuellement le delta. Si par exemple j'enregistre une activité en intérieur et puis que je constate que les activités ont un certain nombre de secondes d'écart, je peux les réaligner manuellement pour vraiment faire correspondre les données de fréquence cardiaque. Le deuxième problème, c'est la latence de mesure du signal du cardio-optique. Évidemment, puisque un cardio-optique, il va prendre une plage de données plus large que la ceinture pectorale qui mesure les signaux électriques. Et du coup, il a toujours une petite latence avec 4 ou 5 secondes de retard par rapport à la ceinture. Et ça, vu que c'est un fonctionnement qui est inhérent à la mesure optique, je pense que c'est pas forcément pertinent de l'inclure dans le comparatif de données, en tout cas dans l'établissement du score de mesure du capteur cardio-optique. Donc c'est pour ça que dans mon logiciel, j'ai ajouté aussi un algorithme qui permet d'éviter de mettre une mauvaise note à un capteur parce qu'il a une latence de 5 secondes. Alors le logiciel, il va pas comparer la donnée X et Y de la même seconde si c'est un capteur optique, il va tout simplement prendre la donnée X du capteur cardio de la montre, et puis il va rechercher dans les 5 dernières secondes de la ceinture la valeur la plus proche pour établir le scoring. Et c'est comme ça qu'on arrive à comparer vraiment de manière précise un capteur cardio-optique, parce qu'il aura toujours une petite latence. Et si on fait des activités courtes et qu'on regarde le détail du graphique, même si la mesure est quasiment parfaite, il y a toujours ce petit décalage. Pour moi, c'est pas non plus pénalisant si je suis en train de courir un marathon et puis que je sais que j'utilise la mesure optique. C'est pas pénalisant de regarder ma fréquence cardiaque et de me dire ok, c'est celle d'il y a 5 secondes. Même pour un exercice de piste, tant qu'on le sait, il n'y a pas tellement de problème à avoir cette latence-là si elle est constante et puis qu'on sait qu'elle est là en fait. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai développé le logiciel qui s'appelle FitCompare. Je l'ai mis en ligne sur le site nakan.ch, une version qui est presque la version complète que j'utilise. Il y a juste 2 algorithmes que j'ai développés avec d'autres personnes et que j'ai pas mis encore à disposition dans le logiciel parce que j'ai pas forcément l'autorisation de mettre ces méthodes de calcul pour le score de la fréquence cardiaque. Mais pour tout le reste, vous pouvez aller regarder sur nakan.ch, rechercher l'outil FitCompare et puis vous trouvez exactement la procédure pour utiliser ce logiciel qui permet de comparer 2 fichiers FIT. Et puis enfin, il y a une dernière chose par rapport à la fréquence cardiaque. C'est que très souvent, on voit des comparatifs
sur différents sites qui prennent la mesure, comme je le fais, d'une ceinture pectorale, de la mesure optique d'une montre, qui les comparent et qui prennent juste la fréquence cardiaque moyenne et qui voient qu'il y a une corrélation entre la fréquence cardiaque moyenne de l'un et de l'autre, avec des courbes qui sont plus ou moins proches l'une de l'autre, mais on le voit assez mal parce que souvent c'est des graphiques avec des courbes qui sont assez grosses et sur lesquelles on voit pas forcément le détail de chaque seconde. Et puis, on se dit, bon, ok, il y a 149 pulsations moyennes sur un, 151 sur l'autre. Donc, c'est bon, ce capteur est précis. Et en réalité, pas du tout. Pour la simple et bonne raison que prendre une moyenne, ça veut absolument pas dire que la mesure a été bonne pendant l'activité. Je prends un exemple. Je pars courir à une allure constante pendant 1 heure. Pendant une demi-heure, mon capteur cardio-optique sur ma montre, il est trop élevé de 40 pulsations par minute. Donc vraiment une différence énorme par rapport à la réalité. Et puis pendant les 30 minutes suivantes, il est inférieur à 40 pulsations par minute. Donc aussi une erreur extrêmement importante et donc du coup une valeur qui vaut rien du tout. Et à la fin, eh bien, comme on était une demi-heure 40 au-dessus, une demi-heure 40 au-dessous, on a exactement la même moyenne que la mesure de la ceinture pectorale, qui elle a été parfaite. Au battement près, on est identique. Et donc, du coup, si on était sur ce type de comparatif, on dirait, ah oui, quelques petits écarts avant, après, mais moyenne parfaite. Donc, capteur extrêmement de bonne qualité. Et on se rend compte que là, c'est n'importe quoi. Il faut en fait comparer pour chaque seconde l'écart qu'il y a sur la mesure de la ceinture pectorale et la mesure du capteur cardio-optique, et puis faire une moyenne de cet écart type. Et non pas de faire la moyenne générale. Ça veut dire que si, dans mon exemple, je prends pour chaque seconde qu'il y a dans les 30 premières minutes un écart de 40, et puis pour chaque seconde dans les 30 dernières minutes un écart de 40, mon écart moyen, il est de 40, et donc 40 c'est énorme, et on se rend compte que le capteur, il est absolument pas performant. Et on ne va pas induire en erreur avec une moyenne générale. C'est le problème de tous les outils qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui, c'est qu'ils fournissent des jolies courbes, mais souvent qui sont, comme je le disais, sur une surface assez petite, des courbes qui font plusieurs pixels de large et donc qui permettent assez peu d'évaluer finement la donnée, et puis qui affichent juste la moyenne de chaque valeur de fréquence cardiaque, et c'est une catastrophe lorsqu'on utilise ces outils. Au début de Nakan.ch, j'utilisais MyGPSFiles pour faire ce genre de comparatif. Cet outil, il est très bien quand on commence les comparatifs de données, mais il montre très très vite ses limites, et c'est un problème. C'est pour ça que sur l'outil FitCompare, il y a un outil de scoring qui prend en compte l'écart type, donc chaque seconde, qui a une marge de tolérance de 0,5 battements par minute, puisque le battement par minute est arrondi à l'entier supérieur ou inférieur. On peut imaginer qu'il y a une marge d'erreur pour chaque mesure qui est de 0,5, et puis qui prend l'écart maximal mesuré. On ignore les 60 premières secondes de chaque activité dans le comparatif, tout simplement parce que le capteur cardio-optique, on sait que dans les 60 premières secondes, il va acquérir le signal et il va avoir une courbe qui va passer de 60 ou des fois même de 0 jusqu'à la fréquence cardiaque qu'il a réussi à mesurer pendant la première minute. Et donc c'est pas pertinent de prendre les valeurs écart de cette première minute. Par contre, ensuite il analyse chaque seconde, donc à partir de la seconde 61 jusqu'à la fin de l'activité. Tant qu'il trouve une valeur mesurée à la même seconde par la ceinture de fréquence cardiaque, eh bien, l'outil va mesurer un écart type et puis va enregistrer l'écart maximal enregistré, et ensuite il va établir un score pondéré avec l'écart type et l'écart maximal. Et comme je l'ai dit, pour l'écart type, si c'est un capteur cardio-optique, il va aller chercher la mesure la plus proche dans les 5 derniers enregistrements de la ceinture pour éviter que la latence naturelle du capteur cardio optique ait une influence dessus. Et enfin, il y a un dernier truc avec la mesure cardiaque, c'est la mesure de variabilité. Alors on sait que les capteurs cardio-optiques, en termes de mesure de variabilité de fréquence cardiaque, ils sont absolument nuls ou ils ne mesurent pas cette donnée-là.
La variabilité de fréquence cardiaque, on ne l'utilise pas directement dans notre entraînement. Par contre, elle est utilisée par 100% des algorithmes qui vont vous donner une estimation de VO2 max, de charge d'entraînement, d'estimation du seuil lactique. Tous les algorithmes qui vous affichent des données de performance sur vos montres, que ce soit les Garmin, les Suunto, les Coros, les Polar, toutes sont basées sur la mesure de variabilité de fréquence cardiaque. Et quand on utilise une ceinture, l'objectif c'est qu'elle mesure correctement la fréquence cardiaque évidemment, mais aussi la variabilité pour que ces algorithmes puissent travailler sur des données les plus fiables possibles. On sait que les algorithmes eux-mêmes ont déjà des approximations ou des biais, donc si les données qui rentrent dans cet algorithme sont encore aléatoires en plus, on n'aura pas franchement quelque chose d'utilisable. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans la comparaison des mesures de variabilité de fréquence cardiaque des différentes ceintures du marché. Et là encore, il fallait que j'ai une référence. Alors la référence, c'est toujours ma Polar H10, tout simplement parce que j'ai lu des revues scientifiques qui parlaient de la Polar H10 et de la mesure de variabilité de fréquence cardiaque, et que c'était la ceinture du marché a priori la plus proche d'une mesure ECG en laboratoire. Et je me suis basé, puisque je ne peux pas avoir une mesure ECG de laboratoire directement chez moi ou pendant mon entraînement, je me base sur la comparaison des données de la Polar H10. Et il faut dire que j'ai commencé à comparer pas mal de données avec cette ceinture, et je vois qu'effectivement c'est celle qui fournit les données les plus stables. En tout cas, je peux pas assurer qu'elle donne 100% de précision, mais vraiment elle donne des données stables et avec peu d'artefacts au niveau de la mesure de variabilité de fréquence cardiaque. J'ai déjà publié un test au moment où je mets en ligne ce podcast de la ceinture Wahoo Tracker qui intègre les données de variabilité de fréquence cardiaque. L'objectif, c'est dans les semaines à venir de comparer les données de la ceinture Decathlon HRM Belt, tout simplement parce que c'est une des moins chères du marché et puis qu'elle permet de mesurer et la fréquence et la variabilité de fréquence cardiaque. Ensuite, de compléter les comparatifs de la HRM Pro Plus de chez Garmin, et puis de publier encore une comparaison des données de la ceinture de Suunto pour avoir un aperçu complet des valeurs, et puis quand elle sera disponible, faire le même test de la HRM 200 de Garmin qui a été annoncé en ce début d'année, pour vraiment avoir un bon panel des ceintures cardio du marché, savoir lesquelles sont les plus efficaces dans quel domaine. Voilà, on a terminé pour la fréquence cardiaque. Il reste encore une valeur que j'aime bien comparer sur les montres, c'est les mesures d'altitude et de dénivelé. La plupart des montres maintenant, en tout cas des montres outdoor, sont équipées d'un altimètre barométrique, et c'est assez intéressant de faire des mesures mesures d'altitude, des comparatifs de ces données. Et là, il y a aussi plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc j'ai décidé lors de tous mes tests d'utiliser le calibrage automatique des montres, tout simplement parce que je pense que même si on peut calibrer manuellement sa montre pour les mesures d'altitude, la quasi-totalité des utilisateurs de montres ne calibrent pas l'altitude de leur altimètre avant de partir faire une activité. Et du coup, c'est représentatif vraiment de l'usage général qui est fait de ces montres. Ça permet de voir comment les montres déjà calibrent l'altitude automatiquement à base du GPS, et puis ensuite réagissent face à des changements de pression atmosphérique, par exemple, pendant une activité, qui vont avoir un impact sur l'altimètre. Et puis en général, comment est-ce qu'elles enregistrent les données d'altitude. Et là encore, c'est assez difficile d'avoir vraiment un référentiel. J'ai pas encore un parcours où je sais exactement au mètre près, d'après les données topographiques, quelle altitude maximale, moyenne, et puis le profil que je vais avoir, mais c'est quelque chose que je travaille. Il faudrait vraiment que je calibre un parcours pour vraiment faire une analyse ultra précise. Et puis ensuite de faire des comparatifs par rapport aux enregistrements. Mais quand je compare plusieurs appareils les uns aux autres, j'ai en général une bonne idée duquel elle est pas forcément la vérité absolue, mais le plus proche. Surtout que l'outil FitCompare permet d'afficher maintenant de manière très précise l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée enregistrée par les montres. Et puis surtout, cet outil, il utilise un algorithme qui lui est propre pour calculer le dénivelé positif et négatif des activités, c'est-à-dire qu'il
il va pas se baser sur les calculs des algorithmes qui peuvent être différents entre Garmin, Polar, Suunto, Wahoo ou d'autres, parce que chaque marque a sa petite sauce pour calculer le dénivelé positif. Il s'agit pas simplement d'accumuler les données qui montent dans une courbe d'altitude et les données qui descendent, mais de les pondérer mathématiquement pour lisser un petit peu la courbe, pour éviter le fait que des toutes petites variations entrent en compte dans le calcul. C'est la raison pour laquelle, notamment, vous avez des activités que vous enregistrez sur une montre Garmin avec 258 mètres de dénivelé positif, vous le postez sur Strava et vous avez plus que 251 mètres. Eh bien, c'est tout simplement parce que les deux logiciels n'utilisent pas le même algorithme de lissage pour calculer le gain d'altitude. Et donc il y a un algorithme propre qui est assez proche de celui de Garmin, mais qui n'est pas équivalent, et donc du coup qui traite toutes les données d'altitude de la même manière dans FitCompare, et donc ça permet de comparer vraiment des données de manière très pertinente entre deux activités, et pas forcément comparer l'algorithme de Suunto avec l'algorithme de Garmin par exemple. Et voilà. Ensuite, je choisis, comme pour la fréquence cardiaque, comme pour la mesure de GPS, je choisis en général 3 mesures d'altitude que je mets en ligne sur le site. Et ça permet d'avoir une bonne idée de la performance de mesure de l'altitude des différents appareils que je teste. Alors, je le disais, comparer des chiffres bruts, c'est une chose. Comparer des chiffres qui parlent les uns avec les autres, c'est autre chose. Je vous rappelle que l'outil FitCompare que j'utilise est maintenant publié, en tout cas une version presque complète de cet outil est disponible sur mon GitHub. Et puis vous trouvez un article sur nakan.ch qui explique exactement comment il fonctionne et comment le mettre en œuvre. Et ça permet de jouer avec des fichiers fit qui sont enregistrés, alors idéalement au même moment, même si l'outil peut être configuré pour comparer des activités qui sont distantes dans le temps. J'ai par exemple comparé mon marathon de Berlin 2015 avec mon marathon de Berlin 2024 avec cet outil. Ça fonctionne très bien, mais simplement les valeurs qu'on obtient sont pas forcément très pertinentes, en tout cas pour la mesure GPS par exemple, et c'est pas quelque chose que je publierais pour comparer sur nakan.ch, sauf dans un cas très particulier. Donc ensuite ça m'amène à conclure cet épisode avec quelques petites astuces pour utiliser au mieux sa montre GPS en fonction des enseignements que j'ai pu tirer dans tous les comparatifs que j'ai pu réaliser. Le premier, c'est vraiment, si vous voulez des comparatifs GPS entre deux appareils, c'est vraiment de les porter à la même main ou en tout cas sur le même bras et du même côté, sinon les données sont difficilement comparables. Pour la mesure cardio-optique, mon conseil, c'est d'essayer d'éviter d'utiliser cette mesure si on veut de la fréquence cardiaque fiable pour un entraînement sportif. Si vraiment on veut utiliser cette donnée, c'est de serrer la montre le plus fort possible tout en restant assez confortable pour que le capteur puisse effectuer la meilleure mesure possible. Et puis si on veut se baser sur les données des algorithmes tels que l'estimation de VO2 max, du seuil, etc., c'est vraiment d'utiliser au mieux une ceinture thoracique. Dans le pire des cas, un brassard cardio-optique qui fournit pas de données de variabilité de fréquence cardiaque en tant que tel, mais au moins qui fournira des données de fréquence cardiaque qui sont cohérentes, en tout cas plus cohérentes que celles de la mesure au poignet de la montre. Et puis pour l'altitude, évidemment l'idéal serait de calibrer sur une altitude connue au début de chaque activité, mais le petit conseil que je peux donner assez pratique, c'est une fois que votre montre a fait le fixe GPS, donc que la barre GPS est devenue verte, pour l'acquisition GPS, c'est d'attendre encore 20 secondes pendant lesquelles la montre va affiner son positionnement, et une fois que le fixe est vert au niveau GPS, on a une position en 2D qui est bonne. Par contre, le positionnement en 3D pour avoir une altitude qui commence à devenir correcte, ça prend encore quelques secondes. Et à ce moment-là, je recommande vraiment d'attendre encore une vingtaine de secondes avant de démarrer pour la fin du calibrage de l'altitude de la montre. Et puis ensuite, on pourra avoir des bonnes données. Et puis, si vous voulez avoir une bonne idée des performances de mesure des montres dans les domaines de la fréquence cardiaque, du GPS et de l'altitude, évidemment, c'est de consulter les tests de nakan.ch. J'essaie d'être le plus rigoureux possible dans les comparatifs de données que je fournis sur ces tests.
J'espère que cet épisode qui aurait été assez technique aura été quand même assez intéressant pour vous. Moi je vous retrouve dans 2 semaines avec un prochain épisode du podcast Transition, et puis dans un mois pour un prochain épisode sur les coulisses de nakan.ch où on parlera d'autres sujets techniques et de choses qui se cachent derrière le quotidien d'un blogueur de sport tech. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Moi je vous donne rendez-vous très très bientôt dans le podcast Transition et sur nakan.ch.